Que s'est-il passé il y a 20 ans jour pour jour? Remontons le temps de l'actualité. Soir 3, 20 ans, tout de suite sur France 3. Des racines et des ailes, spécial Égypte. Je vous emmènerai dans la vallée des rois, celui qui détient la clé des tombeaux des pharaons nous y attend pour une visite privée. Nous vivrons ensemble l'aventure d'une fouille archéologique jusqu'à l'instant magique de la découverte. Nous remonterons le Nil sur plus de 1000 km pour un voyage étonnant sur ce fleuve mythique. Enfin, je vous entraînerai dans le Vieux-Caire à la découverte de ces magnifiques palais. Des racines et des ailes, spécial été depuis le temple de Luxor. C'est mercredi à 20h55 sur France 3. Sur France 3, 2002, 1982, ça s'est passé il y a 20 ans exactement. Madame, Monsieur, bonsoir. Quel peut être le rôle de la France au Liban? Dans une déclaration ce soir, le président François Mitterrand demande solennellement à Israël de respecter les exigences du cessez-le-feu. La France saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est indispensable, dit le président de la République, qu'un désengagement s'opère et que puisse s'interposer l'armée libanaise, épaulée, si le gouvernement légitime le désire, dit M. Mitterrand, par une force constituée sous l'égide des Nations Unies. Tout fait redouter dans les heures qui viennent, dit M. Mitterrand, des combats tragiques. Alors Israël n'a pas tardé pour réagir. Dans une dépêche que nous recevons à peine il y a 10 minutes, les autorités israéliennes ont fait savoir que la France s'était disqualifiée pour tenter de constituer une force multinationale au Liban. Et Israël fait expressément référence aux entretiens que M. Mauroy et que M. Chesson, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères français, ont accordé à M. Kadoumi, le chef politique de l'OLP. Nous reviendrons bien entendu tout à l'heure sur les événements aujourd'hui au Liban. Les autres titres, c'est la qualification de la France pour le mondial, enfin presque, le vrai visage de la guerre des Malouines, après la reddition argentine, les documents arrivent maintenant. L'invité du journal, c'est M. Alain Hautecoeur. M. Hautecoeur est président de la commission d'enquête parlementaire sur le SAC. Il nous donnera quelques détails tout à l'heure. Et puis, bien sûr, le premier Français dans l'espace. Tout va bien à bord de Soyouz 6. Tout à l'heure, nous avons reçu un bulletin de santé par M. Victor Blakov, qui est le directeur adjoint des vols. Il dit que les 3 spationautes n'ont pas de nerfs, ce sont ces termes, et qu'ils ont le cœur bien accroché. Alors, comme prévu, tout s'est bien passé. 8 minutes après le lancement, le vaisseau a été mis sur orbite. Le premier cosmonaute français, M. Jean-Loup Chrétien, réalise ainsi son rêve d'enfant. Sur place, à Baïkonour, Daniel Durandé, notre envoyé spécial, a tout vu et il nous raconte maintenant. À peu près à 800 mètres de moi, nous voyons la fusée éclairée. Tout se passe parfaitement. La météo est excellente, 30 degrés. Il est ici près de 22h30. Le ciel est très dégagé. Le vent est nul. C'est donc un spectacle extraordinaire auquel nous allons assister dans maintenant moins de 4 minutes et 30 secondes. Depuis ce matin, tout s'est bien déroulé. Patrick, Jean-Loup Chrétien et ses 2 amis se sont réveillés à 9h du matin. Une journée très chargée pour le commandant de bord Johnny Beko, qui avait à refaire une dernière séance de simulateur. Ensuite, les 3 hommes ont déjeuné et en début d'après-midi, ils sont arrivés ici sur la base de Baïkonour pour revêtir leur scaphandre autonome. Qui se passe bien à bord. Et je viens d'avoir il y a quelques instants une conversation avec Jean-Loup Chrétien. Une seule petite question très simple. Maintenant, qu'est-ce que vous ressentez moralement, si vous voulez, à moins de 20 minutes du tir? Et à quel moment réellement vous serez libéré, vous vous sentirez vraiment complètement libéré par cette mission? Je pense qu'on sera complètement libéré quand on reviendra. Pour le moment, eh bien, je ressens l'excitation et l'émotion qu'on a toujours avant, je pense, un tel départ, quand on l'a attendu quand même depuis si longtemps. Et comme je disais à Michel, nous sommes actuellement confortablement installés, dans la limite évidemment de disponibilité de nos moyens, et attendons patiemment le départ après avoir fait les dernières vérifications. Il en reste encore quelques-unes. Voilà. Ça y est. L'horizon s'éclaire, vous le voyez pendant 7 secondes avant le décollage n'est pas encore effectué. Ça y est. Je peux vous dire.
pas là, je crois. Voilà, donc ce tir est donc parfaitement réussi. La fusée monte maintenant verticalement et s'incline vers l'est. En fait, on a donné cette heure de départ à 22h30 en l'heure locale ici à Baïkonour, parce qu'il faut absolument que l'on tire cette fusée à la seconde même, à la fraction de seconde même, où la station Salyut 7, qui tourne maintenant depuis plus de 15 jours là-haut avec 2 autres cosmonautes, à la seconde même où cette station passe à la verticale du point. Ça y est, allumage du second moteur, tout d'un coup on voit un point blanc qui devient très très lumineux. Séparation premier, deuxième étage, parfaitement réussi. Ici, le centre de lancement soviétique de la base de Baïkonour, au milieu des stratégies centrales. Daniel Durandé, Soir 3. Un autre rêve réalisé aujourd'hui aussi, c'est la qualification des Français pour le 2e tour du mondial. La France et la Tchécoslovaquie ont fait un match nul, 1-1, mais un match nul suffisait. Donc c'est un beau score tout de même pour la France, mais les débuts ont été plutôt durs, Daniel Leclerc. Oui, en effet, la France a réalisé l'essentiel, ne pas perdre face à la Tchécoslovaquie. Mais il est vrai que durant la majeure partie du match, les supporters français avaient de quoi être inquiets. L'équipe de France a été dominée par une formation tchécoslovaque plus agressive et qui s'est assuré le plus souvent le contrôle du jeu jusqu'à ce fameux but de Didier Six que je vous propose de revoir maintenant. 66e minute sur cette contre-attaque française. Didier Six va marquer le but de la délivrance pour les Français. Un centre de Manuel Amoros repoussé par la défense tchécoslovaque. Tête de Radinek, tête de Gérard Soler pour Lacombe qui s'engouffre et crochette. Didier Six n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. 1-0 pour la France qui respire. Paradoxe du footballeur, Didier Six a marqué en cet instant le but le plus facile de sa carrière, mais aussi le plus important. Sur leur lancée, les Français rassurés par cet avantage sont bien près d'inscrire un second but. Une superbe action de Michel Platini qui efface 3 adversaires avant de donner à Gérard Soler. Le tir du Bordelais s'écrase sur le poteau. Stromzik était battu. La qualification est toute proche pour la France. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer lorsque Bossis bouscule Vissek dans la surface de réparation. Monsieur Casarin, l'arbitre italien, indique le point de pénalty. Panenka remet les 2 équipes à égalité, 1 but partout. C'est à nouveau l'angoisse dans le camp français qui se reprend à douter. Et à la dernière minute, sur ce coup franc de Panenka, Ettori ne peut que repousser, tir de Bichkowski. Amoros repousse sur sa ligne. Mais quelle frayeur! Rien que d'y penser. Les Français ont encore froid dans le dos sur cette dernière action des Tchécoslovaques. La France est maintenant presque qualifiée car il subsiste encore une petite incertitude au cas où le Koweït l'emporterait demain sur l'Angleterre par plus de 4 buts d'écart. La France serait alors éliminée, mais cela paraît bien improbable. Au 2e tour, en tout cas, la France devrait être opposée à l'Espagne et à l'Autriche, mais là, rien n'est encore définitif. Dans le groupe 2, cet après-midi, l'Algérie a battu le Chili 3-2, mais rien n'est joué là aussi pour la qualification. Demain, la rencontre Autriche-Allemagne de l'Ouest sera décisive. Et puis, en ce moment, à Saragosse, à la mi-temps, la Yougoslavie et le Honduras sont toujours à égalité, 0-0. Nous revenons au Liban. L'OLP doit quitter le Liban. L'homme qui dit cela, c'est l'ami de toujours des Palestiniens, c'est M. Walid Jumblat. Alors quel est maintenant le plan de M. Begin pour déloger les combattants palestiniens de Beyrouth-Ouest ? Les Libanais sont persuadés ce soir que l'armée israélienne va anéantir cette partie de la ville. Toute la journée, l'aviation israélienne a bombardé les hauteurs de Beyrouth. 2 MiG syriens ont été abattus. Damas a confirmé la nouvelle. Les Israéliens affirment ce soir qu'ils occupent une partie de la route Damas-Beyrouth et cette route est essentielle, bien entendu, pour ravitailler les forces syriennes.
Encore aujourd'hui, les forces israéliennes ont tenté de refermer davantage la souricière de Beyrouth-Ouest où sont retranchés les Palestiniens. La vie ici devient de plus en plus difficile en raison des attaques de l'aviation, de l'artillerie, de la multiplication des attentats à la voiture piégée, dont celui d'hier a fait au moins 40 tués parmi les réfugiés. D'autre part, l'artillerie israélienne a pilonné la région des camps palestiniens à la limite sud de la capitale libanaise. Aujourd'hui, comme hier, les combats ont fait rage autour de la localité d'Alé, tandis que l'aviation israélienne a bombardé les positions syriennes et palestino-progressistes le long de la route Beyrouth-Damas. Enfin, au-dessus du mont Liban, 2 appareils syriens ont été abattus. À Sidon, au sud de Beyrouth, les Israéliens ont découvert un important dépôt d'armes et de munitions. La plupart des observateurs sont d'accord sur un point, la pression croissante des Israéliens sur Beyrouth-Ouest a pour but d'obliger les Palestiniens à une reddition presque sans condition. Aujourd'hui, le gouvernement israélien s'est réuni en session extraordinaire. Le chef de l'opposition travailliste, M. Shimon Peres, a mis en garde M. Begin contre les dangers d'une conquête de Beyrouth, car plusieurs ministres seraient en faveur d'un assaut final contre le réduit palestinien. En Grande-Bretagne, l'opposition travailliste aux communes critique violemment Mme Thatcher. Elle n'a pas su prévoir l'invasion des Malouines. Ces attaques accompagnent aujourd'hui la publication dans un journal de Londres d'une lettre que Mme Thatcher avait adressée à une de ses militantes. La présence de la garnison de 75 hommes au Falkland, écrivait Mme Thatcher, est une dissuasion suffisante à toute agression. On connaît la suite. Et plus précisément, on connaît maintenant les documents que la télévision britannique nous montre et qui nous donnent une idée plus précise de l'âpreté des combats sur ces terres gelées de l'Antarctique. Le 8 juin, le ciel est clair sur les Malouines, l'aviation argentine attaque. Ce jour-là, des soldats britanniques de la 5e brigade tentent un coup d'audace, prendre à revers par le sud la garnison argentine de Port Stanley déjà bloquée au nord. L'un des navires auxiliaires, le Sir Galahad, est atteint par une bombe dans la salle des machines. Bientôt, son stock de munitions va exploser, ainsi que tout son carburant. Le bateau va couler. Beaucoup d'hommes n'ont pas le temps de rejoindre les canots de sauvetage. Ils sautent dans l'eau glaciale. Les hélicoptères de secours s'approchent pour les élitreiller, mais ils sont gênés par l'épaisse fumée noire. Voici des rescapés et voici comment se prodiguent les soins d'urgence dans une opération de commando. Les Britanniques n'ont pas donné de chiffres sur les victimes et l'étendue des dégâts. Il y avait 69 hommes d'équipage d'origine chinoise à bord du Sir Galahad, plus 250 soldats. Une radio indépendante avait affirmé à l'époque que 146 blessés avaient pu être ramenés à la tête de pont de San Carlos. Vous n'avez pas vu ces images jusqu'à présent parce que, bien entendu, c'était la guerre, il y avait la censure, mais sans doute pour révéler la réalité de la guerre, elle méritait d'être vue. Une commission d'enquête, je reviens à l'actualité en France, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale lève quelques voiles sur des mystères politiques de la Ve République. Le service d'action civique, le SAC, est à la une avec le rapport rendu public aujourd'hui de la commission d'enquête. Monsieur Alain Hautecoeur, vous êtes le président de cette commission, vous avez donné des preuves qui montrent que le SAC a attaqué la démocratie, qu'il a nuit à la démocratie. Alors je voudrais des détails et des preuves. Des détails, nous n'aurions pas suffisamment de temps pour en donner. C'est un rapport qui a pratiquement 340 pages et qui, lorsque les annexes seront ajoutées, en fera 800. Autant dire qu'en 6 mois de commission d'enquête, nous avons eu largement de quoi occuper notre temps. Mais des faits concrets, vous en avez sans doute? Des faits concrets, il y en a. Il y a notamment le fait qu'incontestablement, il y a eu une collision entre certaines activités de police et certains responsables de la police et le SAC. Il y a incontestablement le fait que le SAC a été une structure accueillante pour beaucoup de voyous et pour beaucoup de malfrats, de par son organisation hiérarchisée, de par son cloisonnement, de par son caractère quasi occulte, puisque seul M. de Bizet possède le fichier, ce qui lui permet d'ailleurs de démentir ce qu'il veut, puisque personne ne peut contrôler si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
Nous avons également eu l'occasion de remarquer que cette association avait eu un label officiel qui lui donnait une espèce de caractère d'impunité qui a favorisé un certain nombre d'actions qui étaient tout à fait illégales et illégitimes. Autant dire que nous avons découvert un certain nombre de choses qui sont absolument anormales dans une situation comme celle-là. Mais pour faire tous ces coups, comme on dit, il fallait bien de l'argent. Alors le SAC prenait où son argent? Alors nous avons eu du mal à prouver d'où il venait, mais nous avons démontré en faisant une étude des besoins de financement qu'incontestablement les cotisations du SAC ne représentent qu'à peu près 10% de ceux dont ils ont besoin. Et nous avons également prouvé que lorsqu'il manque de l'argent, c'est M. de Bizet lui-même qui vient avec de l'argent liquide, qui le met sur le compte et qui est utilisé. Et l'argent de l'État? D'où vient cet argent liquide? Il y a plusieurs hypothèses. Incontestablement, ça vient d'amis industriels qui aident. Ça vient également de partis politiques qui sont proches du SAC, c'est clair. M. de Bizet a eu l'occasion de le dire, qui doivent également fournir. À une époque, il est vraisemblable que les fonds secrets ont servi également à alimenter cela. Et on peut même dire que certaines opérations crapuleuses qui ont été faites ont dû se retrouver un petit peu dans les caisses du SAC. Bon, ça c'est le passé, mais quel est l'intérêt de faire une telle enquête? C'est que pendant 22 ans, le SAC a défrayé la chronique politique et judiciaire et qu'on n'a jamais répondu à la question car le pouvoir a toujours refusé de donner une réponse officielle. Mais la réponse que vous donnez, vous, aujourd'hui, sur l'actualité quotidienne, aujourd'hui, quelle est la réalité du SAC? Il existe toujours? Depuis l'affaire d'Oriol, le SAC est rentré dans la clandestinité. Et incontestablement, il y a des instructions, ils attendent de voir comment les choses tournent, il y a une commission d'enquête qui est créée, alors on se méfie un peu de ce que ça peut donner, on parle de dissolution, par conséquent, on prend des précautions. La conviction que nous avons, c'est que le SAC s'attend à une dissolution et qu'il est d'ores et déjà organisé de telle façon à pouvoir renaître autrement si le cas se produisait. Et c'est dangereux pour la démocratie? Une association qui est organisée de telle façon qu'elle est quasiment occulte, qu'elle aime les armes, qu'elle a beaucoup de gros bras, qu'elle peut se permettre de faire des choses qui sont tout à fait illégales ou illicites, nous considérons que dans un régime de démocratie et de liberté, c'est très dangereux. Je vous remercie, monsieur. Encore un mot juste avant les autres informations par Laure de Breuil. C'est une précision du ministre de la Défense. Monsieur Hernieu a annoncé aujourd'hui dans l'Indre que dans quelques temps, il est bien probable que les jeunes garçons soient incorporés dès l'âge de 18 ans au lieu de 19 ans et 9 mois en moyenne actuellement. Paris vient d'être choisi pour accueillir l'exposition universelle de 1989. 131 hectares à l'est et à l'ouest de la capitale vont être aménagés pour recevoir les 170 nations invitées. Voici les éléments du projet. La Tour Eiffel sera en quelque sorte le point de départ de cette exposition. À l'ouest, depuis le pont Bir Hakeim jusqu'à l'île aux Cygnes, une plateforme flottant sur la Seine sera édifiée. Son nom, Boulevard des Fêtes. On y trouvera le pavillon d'honneur en face de la maison de la radio, puis le pavillon de la France. Le tout arrivant quai André Citroën, où sur le terrain des anciennes usines prendront place les pavillons internationaux. Au total, 60 à 70 pays seront représentés. Puis l'enceinte de l'exposition passera sous le périphérique, au niveau de l'héliport, d'ici les Moulineaux. Pour rejoindre le secteur est de l'exposition, un transport rapide par train empruntera le tracé de la Petite Ceinture. Ce mode de transport restera au-delà de la manifestation au service des Parisiens. Trajet 10 à 12 minutes entre les deux secteurs. On arrivera ainsi dans le quartier de Tolbiac, où entre la gare d'Austerlitz et les Grands Moulins de Paris se trouveront les pavillons thématiques. La liberté, la solidarité humaine, l'écologie et la biologie. Un pont enjambera la Seine au niveau des terrains de Bercy, qui avec le centre Omnisport constitueront les pôles d'activités sportives et ludiques de l'exposition. Des hydroglisseurs, des coches d'eau et un mini-train aérien au-dessus des berges permettront aux visiteurs de rejoindre la Tour Eiffel. La boucle sera ainsi bouclée. Nous allons terminer ce journal par la page consacrée à la culture. Georges Ourdin, le créateur de l'hebdomadaire chrétien La Vie, est ce soir l'invité de Claude Gleeman. Monsieur Ourdin a fait un livre sur Lamennais. Il y a très exactement 2 siècles naissait Félicité de Lamennais, qui allait pendant pratiquement un demi-siècle être un prêtre, et un prêtre pas comme les autres. Il allait faire trembler les papes, les rois, être l'ami d'écrivains comme Lamartine, Sainte-Beuve, Victor Hugo,
et quelques autres, Georges Sand. Alors, Georges Jourdain, vous venez de consacrer à Lamennais une biographie chez la librairie académique Perrin sous le titre « Prophète et combattant de la liberté ». Alors, quelle est la place de ce personnage dans le siècle et aujourd'hui? Je crois qu'il a tenu une place considérable et qu'on est en train de redécouvrir son importance, son rayonnement. N'est-ce pas, pendant la première moitié du XIXe siècle, il est au centre de tous les courants d'idées. Il a été condamné 2 fois en 2 ans par l'Église. Alors pendant la première partie de sa vie, il est le chef des traditionalistes catholiques, un père de l'Église. C'est un ultramontain, comme on dit. C'est un ultramontain, c'est lui qui crée l'ultramontanisme en France. Et puis, au moment de 1830, il prend parti pour le peuple et pour la liberté, pour les droits de l'homme et pour la séparation de l'Église et de l'État. Il se brouille avec Rome et il devient, à partir de cette époque, il met 2 ou 4 ans à se brouiller avec Rome, et à partir de cette époque, il est, dit-il, un petit homme qui fait des petits livres pour les petites gens. C'est-à-dire qu'il se veut l'éducateur du peuple qui va devenir souverain et à qui il veut apprendre ses droits, mais aussi ses devoirs. En somme, c'est un républicain, alors. C'est un républicain conservateur, en tout cas non socialiste de gauche, d'extrême gauche. Enfin. Oui, en 1848, puisqu'il avait vécu jusqu'en 1848, il a été député. C'est ça, et à ce moment-là, il est opposé aux socialistes. Il est opposé aux socialistes. Et en même temps, il est tout le temps journaliste et qui dirige tout le temps à différentes reprises des journaux quotidiens qui durent 3 mois, et surtout l'Avenir, qui est le grand journal. Il est donc à l'origine de tous les mouvements chrétiens politiques ouverts. Il a une influence à travers toute l'Europe. Ses livres, Les paroles d'un croyant et L'essai sur l'indifférence, sont parmi les livres qui ont été les plus lus au XIXe siècle. Sont été des best-sellers, en somme. Sont été des best-sellers. Et en même temps, on découvre maintenant qu'il est à l'origine des insurrections pour l'indépendance des pays d'Amérique latine. Merci, Georges Jourdain. Je rappelle donc le titre de votre livre, donc Lamennais, prophète et combattant de la liberté, à la librairie académique Perrin. Et j'en profite pour signaler un livre consacré à Lacordaire, qui fut un ami puis un adversaire de Lamennais, par José Cabanis, chez Gallimard. Puis, avant de terminer, je voudrais vous rappeler que ce soir, le président de la République a lancé un appel solennel à Israël pour que cet État respecte les exigences du cessez-le-feu. La France saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies et la France est favorable à la constitution au Liban d'une force multinationale. Merci. Tout à l'heure, vous allez retrouver Agenda 3 et Prélude à la nuit. Bonsoir. À demain peut-être. Christine O'Krent et son invité décortiquent et débattent de l'actualité de la semaine. France 3, 2002, 1982, ça s'est passé il y a 20 ans exactement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout d'abord, ces 2 nouvelles qui viennent juste de nous parvenir. Un navire turc a été coulé près du terminal pétrolier de l'île de Kark. C'est le ministère turc des Affaires étrangères qui l'annonce. Et puis, une très violente explosion a été entendue il y a 1 heure à peine dans le centre de Téhéran, dans le quartier des ministères. Depuis ce matin, un commando occupe l'ambassade de Pologne à Berne, en Suisse. Le commando, qui prétend appartenir à l'armée des patriotes polonais insurgés, a pris des diplomates en otage. Il a posé 4 conditions pour leur libération. Levée de l'état de siège en Pologne, relax de tous les prisonniers politiques, suppression de tous les centres d'internement et arrêt de la répression contre le peuple polonais. Le commando dit qu'il possède 25 kilos de dynamite et des mitrailleuses, et si d'ici 48 heures ces conditions ne sont pas satisfaites, il éliminera tous les membres des otages et également le commando. Ce soir, la junte polonaise n'a pas encore réagi. Le sommet arabe de Fès au Maroc, invité numéro 1, Yasser Arafat, question numéro 1, la question palestinienne. Après l'intervention du Premier ministre sur la politique économique du gouvernement, la CFDT a réagi à son tour aujourd'hui. Il y aura perte de pouvoir d'achat en 1982, a dit M. Edmond Maire. Avant la rentrée scolaire de demain, pour une partie des élèves,
Le ministre de l'Éducation écrit aux enseignants « L'État, dit M. Savary, ne peut rien faire à lui seul. Avant toute nouvelle réforme, il faut favoriser d'abord les projets éducatifs que les enseignants eux-mêmes élaborent et mettent en œuvre au sein des établissements. » Utopie ou révolution, en tout cas, une idée a fait son chemin et elle a fait ses preuves, en commençant par Saint-Nazaire. Elle se concrétise cette année dans 3 points nouveaux à à Paris, l'île d'Oléron et Caen. Il s'agit là des lycées expérimentaux. Marie-Claire Jost. Le lycée autogéré de Paris ne s'installera ici qu'en 83. En attendant, il a bien fallu se faire une petite place dans les sous-sols du lycée François Villon. Une rentrée scolaire originale pour ses 200 élèves et 24 professeurs du second cycle. Pendant une semaine, ils feront connaissance en aménageant leurs locaux. Tout au long de l'année, l'emploi du temps sera chargé. Il faudra se répartir l'administration, la gestion et l'entretien de l'établissement. Les cours seront organisés non plus en classes de différents niveaux, mais en ateliers qui regrouperont pendant 15 jours ceux et celles qui auront choisi le même thème. Le professeur sera surtout un animateur qui guidera l'élève dans ses recherches. En ce qui concerne le travail plus grand que les élèves auront à faire, plus énorme, comme l'expression que vous utilisez, je crois que le but essentiel que nous essayons d'atteindre, c'est de faire que ce travail soit beaucoup plus agréable. Les élèves ici participent à tout. Ces locaux leur appartiennent. L'élève qui s'est trouvé beaucoup plus fort que le prof d'anglais quand il s'agissait d'électricité aura un autre rapport avec lui, ne sera plus l'élève mauvais qui est coincé toute l'année dans la classe, mais sera donc au même niveau que l'enseignant, à égalité, et donc pourra attaquer le travail d'un autre pied avec une attitude différente, avec une motivation différente. C'est surtout le travail de motivation des élèves sur lequel nous allons nous concentrer. Et cette motivation ne peut exister que si le lycée n'est plus seulement l'école séparée du loisir, où on travaille, où on s'ennuie, mais l'école, lieu de vie, où il peut passer toute la journée. Nous serons ouverts le week-end, le dimanche, le soir. Les élèves seront ici, chez eux. Disons que dans un lycée traditionnel, on essaie de donner aux gens une capacité de responsabilité. Ici, c'est faux, on ne vous la donne pas. Tandis qu'ici, on vous donne tout de suite cette responsabilité en vous faisant confiance. Si vous la prenez et que vous arrivez à vous y mettre, c'est bon, c'est parti. Je crois qu'une expérience comme celle-ci ne peut s'envisager qu'avec des enseignants qui sont extrêmement motivés, qui sont prêts à passer plus d'heures que d'habitude dans un lycée traditionnel, ce qui n'implique pas que nous le ferons pendant des années. Il est évident que notre but étant de responsabiliser les élèves, au bout de 6 mois ou d'1 an, ils se passeront de plus en plus de nous. Par conséquent, nos heures de travail seront diminuées. La cantine du lycée autogéré. La moitié des élèves du lycée étaient en situation d'échec scolaire. Pour les autres, c'était un choix, pas toujours partagé par leurs parents. Tes parents étaient d'accord pour que tu viennes à ce lycée? Bah non, l'idée leur plaisait pas tellement, mais finalement, à force d'insister, bon... Ça a été dur? Il a fallu qu'ils téléphonent un peu partout à des profs. Pour se rassurer? Ouais, moi ils ont téléphoné au ministère pour s'assurer que c'était bien officiel et tout. Au lycée, tu es là pour apprendre pour ton bac, tandis qu'à Marly et ici, effectivement, je pense qu'on peut apprendre du moment qu'on enlève tout un cadre répressif, mais en plus, il y a tout un autre apprentissage qui est l'apprentissage de la gestion de son quotidien, l'apprentissage de la gestion de son travail, qui ça est beaucoup plus important et qui ne s'évalue pas du tout en termes de notes ou quoi que ce soit. Donc même si les gens ici échouent, comme on dit, à leur bac, ils auront appris à organiser leur vie, ce qui est peut-être quelque chose de beaucoup plus important en fin de compte. L'actualité politique et sociale, les réactions des syndicats sont plutôt critiques après l'intervention du Premier ministre hier soir. Nous avons fait état hier des réactions déçues de Force ouvrière, de la CGC et de la CFTC. La CFDT, pour sa part, a attendu aujourd'hui pour faire savoir, je cite, qu'il est nécessaire d'obtenir une réelle amélioration du pouvoir d'achat. La CFDT estime que le pouvoir d'achat va baisser en 1982 et cette baisse du pouvoir d'achat, dit la centrale de Montmayor, doit être affectée au relèvement du SMIC et des bas salaires ainsi qu'à l'investissement productif. La CGT, pour sa part, fera connaître sa position demain au cours du meeting de rentrée d'Henri Grazu. Les réactions des partis politiques maintenant. Pour le PS, le parti approuve les grandes orientations définies par le Premier ministre. Pour le Parti communiste, la bataille a gagné maintenant celle de la production nationale. Côté RPR, pour M. Pons, secrétaire général du mouvement, c'est l'austérité, une politique aberrante qui justifie d'ailleurs les déclarations de M. Chirac en Nouvelle-Calédonie sur les élections anticipées. M. Pons. Aujourd'hui, c'est une politique d'austérité. Nous avons connu ces derniers temps le blocage des prix et des salaires. Et on nous avait annoncé qu'on allait sortir de ce blocage des prix et des salaires. Eh bien, pas du tout. Malgré la déclaration du Premier ministre hier soir, on ne sortira pas au mois de novembre de ce blocage. On change de vocabulaire. On appelle ça maintenant
l'encadrement réglementaire. Mais ça restera toujours un blocage et donc une politique d'austérité. Et je dis donc que ce n'est plus une politique socialiste qui est aujourd'hui appliquée par le gouvernement. Nous avons toujours défendu une politique de rigueur. Mais je dois dire qu'après les errements, les incohérences et je dirais l'incompétence dont le gouvernement a fait preuve au cours de ces 15 derniers mois, je reste très sceptique sur cette rigueur entre guillemets. Est-ce que ces critiques doivent amener M. Chirac à remettre en cause le pouvoir socialiste et à dire que dans 2 ans, il y aura des élections législatives anticipées? Je crois que tous les hommes politiques responsables ont la possibilité de faire une telle déclaration. Les élections législatives anticipées ont déjà existé. Il y a eu un précédent en 1962, en 1968 et en 1981. Jacques Chirac a simplement voulu dire 2 choses. Ou bien le gouvernement tourne le dos à la politique socialiste qu'il conduisait. Et par conséquent, c'est la fin de l'expérience socialiste. Il est met fin lui-même. Ou bien il continue à conduire cette politique aberrante, et auquel cas, la dégradation de la situation économique et les conséquences sociales qu'elle entraînera seront de nature à ce que le président de la République s'interroge sur la nécessité de consulter le peuple. Depuis ce matin, l'ambassade de Pologne à Berne est occupée par un commando. C'est la première fois qu'une telle occupation est réalisée contre une représentation diplomatique d'un pays de l'Est. La junte dit ce soir qu'elle exige le rétablissement du fonctionnement normal de son ambassade à Berne. Solidarité, pour sa part, ne s'associe pas à cette action. 9h50 ce matin, un commando armé pénètre dans ce bâtiment qui abrite l'ambassade de Pologne à Berne. Il prend le personnel en otage, ni l'ambassadeur ni le chargé d'affaires polonais ne sont là. Aussitôt, le chef du commando téléphone à l'agence France-Presse pour poser son ultimatum. Si dans les 48 heures nos exigences ne sont pas satisfaites, dit-il, nous faisons tout sauter. Il affirme qu'il dispose de 25 kilos de dynamite. Il demande la levée de l'état de siège et la libération de tous les prisonniers politiques en Pologne. Les autorités suisses font aussitôt boucler le quartier par la police, réunissent un cabinet de crise et envisagent ce soir une intervention armée pour libérer les otages. On ne sait toujours pas de combien de personnes est composé le commando, pas plus qu'on ne peut identifier l'origine de cette armée des patriotes polonais insurgés dont ils se réclament. Personne n'en a entendu parler jusqu'ici. Quant à Solidarité, ses représentants en exil en Europe ont fermement condamné cette action qu'ils qualifient de terroriste et contraire à leurs idéaux et leurs principes. En Pologne, après la journée de manifestation du 31 août, Solidarité a décidé de se préparer à une grève générale éventuelle si le dialogue pour la restauration des libertés n'était pas renoué avec les autorités. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir M. Władysław Frasyniuk, qui est membre de la direction clandestine de Solidarité. À propos de la situation en Pologne, la Ligue française des droits de l'homme, qui exprime sa totale solidarité avec les Polonais, déclare, je cite, « Les morts de Lubin et de Gdansk, les milliers de Polonais en prison, donnent aujourd'hui l'exacte mesure de normalisation promise par la junte de Varsovie. » Au Palais Royal de Fès, au Maroc, les chefs d'État de la Ligue arabe, à l'exception de ceux de l'Égypte et de la Libye, ont commencé leurs travaux aujourd'hui. L'homme vers lequel tous les regards se tournent est un leader sans État, Yasser Arafat. Yasser Arafat qui se retrouve ainsi face à ceux dont il avait dénoncé la mollesse et le silence au cours du siège de Beyrouth. C'est la première fois qu'Arafat se retrouvait face à face avec les dirigeants arabes depuis le siège de Beyrouth. Rien ne manquait à l'accueil, ni les honneurs de la guerre, ni les accolades, ni la solennité. Comme si rien ne s'était passé. Les chefs d'État arabes sont presque tous venus au rendez-vous de l'après-Beyrouth. 28 sur 30 étaient présents. Seul inconnu, le Syrien Assad, est-il venu? On ne l'a pas vu sur les images transmises par le Maroc. On peut s'attendre ce soir à ce qu'Arafat fasse le bilan et l'état des dernières souffrances de son peuple. Le tapis rouge et l'hymne palestinien joué à l'aéroport ne pourront empêcher que toutes les choses soient dites et très fermement. Mais Yasser Arafat devra compter avec ceux-là même qui l'ont lâché, il n'a pas le choix. Le plan Reagan, le plan Fad, le plan Bourguiba, autant de projets dont ils vont discuter ensemble. Le roi Hussein serait arrivé ce soir à Fès, il devrait être l'un des défenseurs du plan américain. Tous tomberont d'accord sur la nécessité d'une reconnaissance de l'OLP par les États-Unis, mais il est peu probable qu'ils arrivent à s'entendre sur des moyens d'action. Qu'est-ce que Fès peut apporter à l'OLP, mis à part les drapeaux et les banderoles, comme ici aussi, à Tunis? C'est la question que se posent tous les Palestiniens, qu'ils soient cadres politiques ou militaires de diverses tendances.
Nous, peuple palestinien, résistance palestinienne, nous ne croyons pas beaucoup à ce sommet. Parce que les régimes arabes, les gouvernements arabes avaient assez de temps pour prouver qu'ils veulent nous aider, nous soutenir et aider les Palestiniens dans leur lutte contre l'agression israélienne au Liban. Durant la guerre, nous attendions beaucoup des Arabes. Maintenant que les combats à Beyrouth ont cessé, quelle est l'utilité de ce sommet de Fès? Je veux dire que durant les 3 mois de combat, les Arabes ne nous ont rien apporté. Pourquoi le feraient-ils maintenant? Amertume pour les combattants qui n'ont pas l'intention de déposer les armes, même s'ils souhaitent sauvegarder l'option diplomatique. Place maintenant avec vous au sport. Nous revenons là à notre ancienne formule avant l'été, le magazine de 19h10. Oui, dans le domaine sportif, 2 grands rendez-vous cette semaine dont nous rendrons compte quotidiennement dans Soir 3. Flushing Meadows et Athènes. À Flushing Meadows, Yannick Noah joue sa place ce soir en quart de finale après un difficile succès sur l'américain Korata en 16e de finale. Noah doit rencontrer Kim Warwick, un Australien qui s'est déjà distingué en éliminant José Luis Clerc dans les tours précédents et qui depuis n'a concédé que 8 jeux à ses adversaires lors de ses dernières rencontres. Et puis, les championnats d'athlétisme ont commencé tout à l'heure à Athènes. Au programme de la journée, notamment les séries qualificatives du sprint et du demi-fond. Principale finale de la soirée, le 10 000 mètres, où notre représentant Thierry Vatrice n'aura d'autre ambition que de bien figurer. Voilà pour le sport de compétition. Pour les autres, les amateurs, septembre marque aussi la rentrée sportive dans les clubs, dans les salles, dans les stades, dans les gymnases. Certains, même désireux de pratiquer une activité sportive, s'interrogent peut-être encore sur la nature de cette activité. C'est pourquoi, dans le cadre des sports dits de combat, nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui une discipline 100% française, la boxe française ou la savate, une activité qui est restée longtemps inscrite au programme des écoliers avant de sombrer dans un semi-oubli, et bien que toujours méconnue, elle revit aujourd'hui. Un reportage de Dominique Georges. Do you know boxe française savate? Vous connaissez la boxe française savate? Boxe française savate? No. Traduction, boxe française savate, connaît pas. Arts martiaux, économie, même combat. Les Japonais nous battent à l'exportation. Pourtant, ces dernières années, ce sport, la belle France, a repris du poil de la bête. Depuis 1965, notre fédération comptait environ 600 ou 700 licenciés. Nous avons fait un progrès considérable puisque actuellement en 1982, nous comptons grosso modo 30 à 35 000 licenciés, sans compter les scolaires et les universitaires. Nous avons actuellement des fédérations très solides et très puissantes qui sont implantées en Italie, en Belgique, en Hollande dernièrement, avec de très très nombreux boxeurs, parmi les plus valeureux. Nous avons également dans tous les anciens pays de l'ancien empire français, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Afrique maghrébine. Nous avons des fédérations des pratiquants et même en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Dans les salles, bien souvent, le fils côtoie le père. Tradition oblige. Au chapitre de leur conversation, coups de pied bas, fouettés, chassés et revers. Les femmes ne goûtent pas ce sport. Elles sont 5000 à démontrer qu'il n'y a plus de sexe faible quand celui-ci met les gants. Qui rencontre-t-on généralement dans les salles? Tous les corps de métier sont représentés, un petit peu tout le monde. De ici, dans la salle de l'avocat, jusqu'au plombier et zingueur. Et dans quel esprit pratique-t-on? Je pense que ça dépend un petit peu des salles. Il y a des salles qui se dirigent sur la compétition, d'autres qui, comme moi, préfèrent faire un sport d'entretien. Ces gens qui viennent surtout pour se conserver en condition physique. Et apprendre à se défendre? Apprendre à se défendre pour certains, bien sûr. Pour l'immense majorité des pratiquants, l'apprentissage débouche sur l'assaut, au cours duquel la touche s'effectue sans recherche de puissance. D'autres préfèrent le combat et son efficacité par goût ou par nécessité. Prend-on la boxe française savate au sérieux dans la police? Tout à fait, elle est même inscrite au programme des élèves moniteurs au sport de combat, c'est-à-dire que dans la police, vous avez une méthode de self-défense dans laquelle sont inclus la boxe française, le judo, la lutte notamment, la boxe anglaise. Le karaté n'est pas pris en considération à la police française, du moins.
On en est resté à la méthode de la boxe française qui a évolué et qui est donc moderne et qui convient parfaitement. Par exemple, la brigade anti-gang du commissaire Boussard pratique la boxe française et d'autres brigades, l'OCRB notamment, pratique la boxe française au sein de la police. Le combat, c'est une affaire de champion. La boxe française a les siens. Vous présente les finales de la Coupe d'Europe 1982. Comment se prépare un finaliste de Coupe d'Europe? Tous les jours. Footing, boxe. Boxe tous les jours. Alors boxe avec un partenaire, entraînement au sac, entraînement en corde, entraînement abdominaux, pompe, il faut une condition irréprochable. Tous les jours. Difficile de rester amateur à votre niveau? Très difficile. Très difficile parce que pour mon cas personnel, je travaille. Je suis professeur, j'ai des salles, donc c'est dur de travailler la journée, de s'entraîner et de pouvoir entraîner les autres. Parce que quand on entraîne les autres, on ne peut pas s'entraîner, c'est pas possible, ça n'apporte rien, ni pour les élèves, ni pour moi. Donc je suis obligé de tricher avec mon travail, de m'arrêter en maladie, ceci, cela, pour pouvoir s'entraîner, pour être au top niveau. C'est un gros problème. Pour le sportif de haut niveau, l'amateurisme est une difficulté, mais ce n'est pas un défaut. L'expérience l'a prouvé, quand il s'agit de s'affronter sur un ring, les risques croissent avec les gains. Pour des combats au cours desquels le chaos peut faire la décision, le statut amateur est un garde-fou. L'arbitre compte plus vite et plus souvent, tandis que le médecin a le droit d'intervenir afin d'éviter au tireur touché la poursuite d'un combat où il n'est plus en mesure de disputer ses chances. Docteur Marc Guérin, que risque-t-on à chausser les gants? On risque... La boxe française est un sport de combat en percussion avec les poings et les pieds et toutes les lésions sont possibles. Mais je peux vous dire que statistiquement, on observe peu de lésions en définitive parce que les boxeurs se protègent, utilisent les esquives, les parades, il y a des protections passives, les gants, les protège-dents, la coquille, et puis que nous avons des règlements qui sont le fruit de l'expérience et que nous sommes très attentifs à suivre sur le plan de leur carrière sportive les gens qui montent sur le ring. En définitive, il y a peu de risques du fait des précautions qu'on prend. Quelles qualités existent d'un tireur moyen, disons? La boxe française est un sport très complet, très exigeant. Il faut une parfaite condition physique, une grande souplesse, une musculature affûtée. Je pense que les gens qui pratiquent la boxe française développent toutes leurs qualités. Souplesse, coordination, symétrie du travail, avec en prime la faculté d'apprendre à domestiquer la violence, voilà en gros ce qu'un enfant risque à pratiquer ce sport. Sans parler des petits avantages. Quel âge as-tu? 12 ans. Et tu pratiques la boxe française depuis combien de temps? 3 ans maintenant. Et tu vas au lycée? Oui, en 6e. Mais alors quand un grand de terminale t'embête, qu'est-ce que tu lui fais? Un mot du temps pour demain, pluie sur le nord des montagnes de l'Alsace au Jura. Le Mistral et la Tramontane se lèveront ailleurs, temps variable. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons tout à l'heure vers 22 h. Bonsoir. Les centres fermés sont-ils la solution à la délinquance des mineurs? Enquête dans les dossiers de l'État.